Nous allons vous présenter maintenant les résultats de la 9e édition du baromètre Axel Harris de la confiance. Et pour cela, je vais appeler donc Delphine Martelly-Banegas, que je vais inviter à me rejoindre. Bonjour, Delphine, Olivier. bonjour. Alors, tu es la directrice corporate chez Harris Interactive et c'est toi qui vas nous présenter donc les résultats de cette 9e édition qu'on attend donc du baromètre de la confiance des Français dans le numérique. Alors, Fabien vient d'en dire quelques mots effectivement. Il y a des nouveautés, hein, il y a des questions nouvelles, il y a des thématiques nouvelles qu'on aborde. Voilà. Bon, bah, est-ce qu'il y a un ou deux petits mots comme ça en introduction que tu peux dire? Un petit mot d'introduction parce qu'effectivement, on l'attendait, cette 9e édition, aussi parce qu'on est peut-être à l'aube d'une nouvelle révolution, on nous la promet en tout cas, avec le métaverse qu'on a évoqué à l'instant. La vocation de ce baromètre, c'est de se pencher vers les Français et voir un petit peu comment ils recevaient toutes ces nouveautés, ces nouveaux usages. Ça déboule. Voilà, ça va vite, ça va très très vite. Alors on a vu que la crise sanitaire, ça a été rappelé aussi à l'instant, avait accéléré aussi d'une certaine manière la confrontation, y compris dans les populations, on le sait, un petit peu plus réticentes, les plus âgées, voilà, qui ont été aussi passé un cap d'une certaine manière dans ces usages. C'est pas terminé, on le voit bien, il y a encore beaucoup de choses qui vont se produire. Et je suis très heureuse de présenter ces résultats qui montrent effectivement une forme peut-être de maturité, même si la confiance, on va le voir, stagne plutôt dans un moment où les usages, on l'a rappelé, se démultiplient et s'amplifient. Mais si la confiance stagne, il y a effectivement des signaux qu'on suit, et c'est la vocation aussi de ce baromètre, de suivre ces signaux faibles, des signaux de levier de réassurance dans la population française, oui, il y en a. y Absolument, compris dans notre population des seniors, des plus âgés, qui historiquement, on le sait, sont les plus réservés à l'égard de tous ces usages numériques. Voilà, tout ce qu'on va regarder ensemble, avec, on va le voir, des consolidations, encore une fois, des signaux faibles qui sont très encourageants, et puis on va regarder surtout quel est l'accueil qui est fait au tout début de l'histoire de nouvelles révolutions, entre guillemets, le métavers, j'en ai parlé, mais aussi, on va le voir, tout ce qui relève des crypto-monnaies. Moi, je les appelle les objets numériques qui soulèvent la question de la confiance. C'est un peu compliqué, tu vas me dire comme terminologie. La première question qu'on se pose quand on interroge les Français, c'est déjà, est-ce que ça parle ? Voilà, est-ce que ça veut dire, est-ce que ça résonne, est-ce que ça veut dire quelque chose? On va voir qu'il y a des débuts assez fracassants quand même dans le. Alors je te laisse, Delphine. Merci et à tout à l'heure. On va bien évidemment rappeler très rapidement la méthodologie de l'enquête. Méthodologie maintenant, depuis quelques années, très traditionnelle. Une enquête en ligne, donc auprès d'un échantillon représentatif de Français âgés de 15 ans. Et plus c'est important, vous le savez, on essaie d'aller interroger les plus jeunes et très jeunes générations qui sont porteuses, bien évidemment, de nouveaux usages et d'une confiance différente. Les dates de terrain, c'est important. On est à la fin de l'année 2021, donc juste avant les fêtes de Noël. On le sait, c'est aussi une période où les usages, en général, sont aussi assez largement amplifiés. Je l'ai dit rapidement en introduction, on va le voir, on continue à mesurer des usages, effectivement, quel que soit le domaine élevé, mais en corollaire, d'une manière un peu paradoxale, on a une confiance qui est plutôt consolidée à des niveaux, on va le voir, qui restent encore à améliorer, alors même que les usages augmentent. Je l'ai dit, donc des usages, vous le voyez, qui atteignent quand même des niveaux très très élevés, à plus de 90% pour l'e-administration, l'e-commerce, l'e-banking, etc. Avec dans l'évolution depuis l'année dernière plutôt une phase de consolidation. Vous le voyez, on a des toutes petites évolutions de quelques points seulement. Chose quand même à souligner, et je voulais le partager avec vous, la vocation de ce baromètre, c'est aussi de suivre dès le début les nouveaux usages. Vous voyez qu'on a testé depuis 2 ans maintenant les usages liés à des services qui font appel à l'intelligence artificielle avec des débuts assez remarquables, puisque vous le voyez, c'est une courbe. Là, pour le coup, on a presque une pente raide. Les services usant des services d'intelligence artificielle, vous le voyez, ont progressé encore cette année de 6 points. C'était déjà le cas l'année d'avant avec une augmentation de 9 points. En 2 ans,
plus 15 points d'usage pour ces services faisant appel à l'intelligence artificielle. Donc on voit bien que ça va vite, mais que l'opinion, les Français se saisissent aussi de toutes les opportunités pour augmenter leurs usages. Si on regarde maintenant, évidemment, le sujet qui est au cœur de notre baromètre, j'ai un petit peu de mal à faire passer rapidement les slides. Ils arrivent. Je vous le disais, dans ce contexte où les usages sont plutôt à des niveaux très élevés, vous le voyez, on a des courbes beaucoup plus plates s'agissant de la confiance, donc une consolidation de la confiance, mais pas d'augmentation de la confiance. Et puis surtout, regardez, on a une confiance qui s'étalonne de manière assez frappante. Ça passe du simple au double. 35% aujourd'hui des Français interrogés nous disent avoir confiance dans les réseaux sociaux. C'est le cas de 70% d'entre eux, on est donc du simple au double, s'agissant de l'e-administration ou de l'e-banking quasiment. Donc vraiment une confiance qui à la fois stagne, mais en même temps est encore très très différenciée selon le type d'usage duquel on parle. On le voit, une confiance quand même très forte, toujours dans l'e-administration qui reste le premier usage qui suscite le plus de confiance auprès des Français aujourd'hui. Vous le voyez, un autre usage d'intelligence artificielle se double aussi d'une confiance qui déjà passe la barre des 50%. 54% des Français nous disent avoir confiance dans ces services utilisant de l'intelligence artificielle. Donc on est au début de l'histoire avec des usages, on l'a vu, qui vont très vite en progression et qui s'accompagnent d'une confiance relativement déjà élevée s'agissant de ces nouveaux usages. Alors, dans ce contexte, on l'a vu, de confiance un peu stagnante du côté des usages, on a en corollaire plus largement une confiance globale à l'égard d'Internet qui, elle aussi, stagne, qui explique aussi que la confiance dans les usages soit plutôt, elle aussi, en stabilité. Aujourd'hui, vous le voyez, une minorité, 43% des Français, déclarent faire confiance globalement à Internet. C'est une minorité puisque 51% n'ont pas confiance encore dans Internet. L'évolution, vous le voyez, elle est assez frappante. Là aussi, stagnation pour cette 9e édition de la confiance à l'égard d'Internet. Après un petit sursaut entre 2019 et 2020 dans un moment de crise sanitaire où on le sait, Internet a été aussi presque salvateur pour pas mal de personnes. Cette année, on a plutôt à nouveau une stagnation. Et puis deuxième élément quand même à garder en tête toujours, je l'ai dit en introduction, on a une confiance déjà modérée chez les seniors, mais qui cette année va encore reculer, et c'est un recul qui est assez notable, puisque la confiance à l'égard d'Internet parmi les seniors recule de 8 points. Sur un baromètre, 8 points, c'est quand même relativement remarquable. Donc c'est une population qui reste à travailler, à réassurer plus encore que le reste des générations, bien entendu. Comment expliquer cette confiance qui stagne ou cette défiance qui quand même reste, on l'a vu, légèrement majoritaire à l'égard d'Internet? Il y a un facteur explicatif majeur quand même qu'on va regarder ensemble maintenant. Ce sont ce que les Français voient comme risque, et notamment les risques d'escroquerie qui restent très présents à l'esprit de nos Français et de notre échantillon d'Internet. On va le voir. On a plutôt sur cette vague une présence à l'esprit qui augmente. Vous le voyez, 64%, quasiment 2/3 de notre échantillon, nous disent que oui, c'est de plus en plus fréquent, qu'ils sont de plus en plus victimes d'une certaine manière d'escroquerie en ligne. Là encore, grosse différence générationnelle. C'est le cas de moins de la moitié de nos plus jeunes, nos 15-24 ans, mais vous le voyez, c'est le cas de 8 seniors sur 10. 81% des 65 ans et plus déclarent que ces escroqueries sont de plus en plus fréquentes. Ça ne va pas sans conséquence, bien évidemment, sinon ça n'expliquerait pas complètement cette défiance relative. Oui, 42% nous disent que non seulement ils sont victimes d'escroqueries, mais qu'elles ont des conséquences négatives, et ça peut se produire à plusieurs reprises en plus, bien évidemment. Et là, je vous invite à regarder quand même ces différences générationnelles auxquelles je faisais référence à l'instant. On l'a vu, les jeunes ne sont pas les plus nombreux à nous dire qu'il y a des escroqueries ou qu'ils perçoivent des escroqueries. En
revanche, ils sont plus nombreux que les générations plus âgées à dire que ça a des conséquences négatives. Donc il y a une forme de mise à distance des jeunes de ce phénomène d'escroquerie, mais quand ça arrive, ils sont les plus nombreux à dire qu'ils en sont affectés négativement. Quel type d'escroquerie? On va le voir, le tableau est assez clair. Au cours des 6 derniers mois, l'escroquerie la plus répandue et déclarée par nos Français interrogés, c'est l'hameçonnage suite à un email frauduleux, vous le voyez, à 42%. Dans l'ensemble, si on regarde l'histoire 2019, 2020, 2021, l'ensemble des escroqueries ont plutôt augmenté, on l'a vu au tout début. L'hameçonnage suite à un email frauduleux reste la première escroquerie, mais vous le voyez, un tiers quand même nous parle d'arnaque ou malversation, un quart de fraude bancaire, numéro de carte ou de compte, et même 20% à peu près d'usurpation d'identité d'une autre personne ou de leur propre identité. Donc on a quand même des proportions assez larges de personnes qui ont été victimes d'escroquerie, et on le sait, qui en ont bien évidemment souffert. Face à ça, quel est le sentiment des Français face à ces escroqueries dont on vient de voir qu'elles sont plutôt en augmentation dans leur esprit? Globalement, 6 sur 10 nous disent « je suis à la fois bien informé et plutôt bien protégé ». C'est 6 sur 10, ce qui veut dire qu'en creux, 40% des Français, par différence, s'estiment encore insuffisamment informés et insuffisamment accompagnés, formés pour faire face à ces escroqueries. Alors là encore, on retrouve un vrai clivage générationnel. Les plus jeunes se sentent beaucoup mieux informés et beaucoup plus à l'aise, beaucoup mieux formés face à tout ça. On voit que nos seniors, quand même, majoritairement, nous disent « je ne suis pas assez informé et je ne suis pas assez formé ». Donc une population qui a plus besoin, évidemment, d'accompagnement. Quel est, parmi tous les moyens que nous avons testés, le plus efficace aujourd'hui, justement, face à ces phénomènes, notamment d'escroquerie? Là encore, le tableau est assez clair. On a un levier, l'authentification forte, qui est relativement plébiscité, vous le voyez. Là encore, plus des 2/3 des Français déclarent faire confiance à cette mise en place de l'authentification forte, qui est, elle, encore assez récente. Donc là encore, des habitudes qui se prennent très rapidement et qui, on le voit, ont le gros avantage de générer assez vite de la confiance, je l'ai dit, près de 2/3 des Français. Ensuite, on a toujours comme levier fort l'information, on l'a vu. 60% se disent bien informés, mais il en reste 40 à informer. L'information reste un levier, un ressort majeur de la confiance face à ces phénomènes. Et puis on va retrouver encore l'authentification sous une autre forme, par reconnaissance faciale ou empreinte digitale, pour 60% des Français qui déclarent que c'est aussi un moyen de se réassurer, d'avoir davantage confiance. Plébiscite, vous le voyez, pour l'idée d'instaurer un cyberscore, Yuka, de la confiance numérique. Là, vous voyez, on est à 80% quasiment des Français qui nous disent « oui, je serais rassuré si un tel cyberscore était mis en place ». Et là, vous le voyez, c'est un plébiscite dans toutes les générations, puisque nos 25-34 sont même les plus nombreux à plébisciter ce type d'initiative, mais c'est aussi un succès, large succès auprès des seniors. Donc, tout ce qui est vu aujourd'hui comme un moyen vraiment objectif et très concret et très, j'allais dire, appropriable de réassurance est totalement plébiscité par les Français. Autre registre et autre facteur de réassurance, on va le voir, l'identité numérique. Alors c'est un sujet qu'on suit maintenant depuis quelques années. Plus les années passent, plus on mesure effectivement que ce registre de l'identité numérique contribue énormément à rassurer dès lors qu'elle est certifiée, on va le voir. Première question sur ce chapitre, est-ce que le recours à une identité numérique certifiée est utile ou inutile? Sur un axe, vous le voyez, qu'on aime bien utiliser dans les enquêtes d'opinion, utilité car cela permet la sécurité, inutilité car c'est dangereux pour les libertés publiques. L'axe sécurité-liberté, on le voit, nos Français, à plus de 2/3, 69%, penchent du côté de l'utilité et du côté de la sécurité sur notre axe. 69% donc nous répondent oui, c'est utile, car cela permet, on voit bien l'objectif premier, d'améliorer la sécurité des échanges. 31%
un petit tiers répondent à l'inverse que c'est plutôt inutile car ce serait dangereux pour les libertés publiques. Il faut pouvoir rester anonyme sur Internet. C'est pas anodin, on est dans un contexte, on le sait, où la question des libertés a pris une importance majeure au cours des 2 dernières années, notamment depuis le début de la crise sanitaire. On voit qu'on a quand même un tiers des Français qui se classent plutôt du côté de l'inutilité, mais globalement, l'identité numérique est largement plébiscitée. Alors, pour quel usage ? Essentiellement, j'allais dire, pour, vous le voyez, c'est les premiers items de ce schéma, essentiellement pour tout ce qui va concerner les sites administratifs nationaux, les banques et la téléconsultation médicale, on y reviendra un petit peu plus loin, qui est aussi un usage, on le sait, en développement. Très clairement, on a quasiment là 1 Français sur 2 qui nous disent que oui, dans ces usages-là, pour ces usages-là, l'identité numérique certifiée est totalement indispensable. Plus largement, on suit cette question aussi depuis quelques années. A-t-on confiance dans les comptes uniques d'authentification ? La réponse est oui. La confiance est majoritaire, vous le voyez sur la gauche de ce graphique, s'agissant de France Connect. Elle est majoritaire avec 70% de l'échantillon qui déclare avoir confiance. Et elle est même en augmentation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, globalement, la confiance stagne plutôt. Sur cet élément-là, France Connect, la confiance augmente de 5 points par rapport à 2020, donc une augmentation relativement forte, avec même, vous le voyez, le petit carré bleu foncé, plus d'un quart des Français qui ont même tout à fait confiance dans France Connect, et une confiance qui traverse les générations, puisqu'elle est également majoritaire parmi les plus jeunes, les 15-24 ans. De l'autre côté, vous avez d'autres types de fournisseurs d'identité. On a cité Facebook Connect, par exemple, Google Sign-in, etc. Là, vous le voyez, un gros écart par rapport à la confiance accordée à France Connect, puisque seuls 40% cette fois-ci des Français font confiance à ces autres fournisseurs d'identité, avec là encore une augmentation, une amélioration de la confiance depuis 2019, mais dans des proportions qui restent largement moins importantes que celles qu'on observe pour France Connect. Et là, vous le voyez, ça clive beaucoup plus la population en termes de génération. La confiance reste majoritaire chez les plus jeunes, entre 15 et 35 ans. En revanche, vous le voyez, la confiance est faible, chez les plus âgés, nos seniors. Quels sont les fournisseurs, cette fois-ci, qui recueillent le plus de confiance ? On a une hiérarchie qui est très claire. Vous le voyez, ce sont avant tout les fournisseurs publics, les administrations, qui sont les plus, crédibles, qui donnent le plus confiance aux Français. L'assurance maladie, Amélie, au premier rang, suivi de très près par impôts.gouv.fr. Et aux côtés de ces institutions et de ces administrations, on va trouver les banques, qui sont donc le 3e acteur qui suscite de la confiance. Le bas du classement est plutôt réservé, à des acteurs privés, téléphonie notamment, et puis aux réseaux sociaux qui sont les bons derniers de la liste, avec une confiance, vous voyez, qui reste faible, puisque seul un tiers des Français nous disent avoir confiance dans les réseaux sociaux comme fournisseurs d'identité. Dans ce contexte, on l'a vu, où la confiance stagne, une forme de défiance encore à l'égard de certains usages, qu'en est-il des données personnelles ? Vous vous rappelez, on a mesuré au fil des années, au fil de l'histoire de ce baromètre, une défiance quand même assez forte sur les données personnelles, une acceptation plutôt faible de transmettre ces données personnelles. Vous allez voir qu'aujourd'hui, on a un niveau d'acceptation qui monte de manière assez importante. L'acceptabilité, depuis 2017, a progressé. On vous montre le résultat aujourd'hui par rapport à 2017. Vous le voyez, on a des augmentations parfois de plus de 10 points sur l'ensemble des aspects testés, avec au total une hiérarchie qui reste quand même très stable. L'acceptabilité la plus forte dès lors qu'il s'agit de se simplifier la vie, simplifier ses démarches administratives,
éviter de se déplacer ou d'avoir un rendez-vous en face à face, ou même d'aller simplement à la poste envoyer un courrier. Et puis, troisième usage qui suscite une acceptabilité élevée, c'est l'amélioration du suivi médical. Bien évidemment, on rappelle qu'on est dans un contexte quand même de crise sanitaire qui a bien évidemment remis les questions de santé au cœur des préoccupations des Français. Mais dans l'ensemble, vous le voyez, quel que soit l'usage qu'on évoque, l'acceptabilité est en forte augmentation depuis 2017. C'est pas si loin, 2017, finalement. Autre signe de ce mouvement, on a des répondants qui sont aussi de plus en plus nombreux. Vous voyez, plus 8 points par rapport à 2020, 46% au total des Français se déclarent intéressés à être géolocalisés pour bénéficier d'offres commerciales. On sort du registre simplement administratif ou simplification de la vie de citoyens. Là, c'est vraiment dans un but vraiment très individuel de bénéfice commercial. Vous le voyez, ça augmente, le plus 8 points par rapport à 2020, ce qui est une augmentation, encore une fois, qu'on voit assez peu dans nos baromètres de suivi de la confiance et des usages. Et vous le voyez là, cette fois-ci, on a un double clivage. On a un clivage géographique. Les franciliens sont les plus nombreux à se déclarer intéressés. Et puis on retrouve notre clivage assez classique d'âge, sachant que les populations plus seniors sont un peu plus frileuses, un peu moins friandes de géolocalisation. Je vous l'ai dit en introduction, la vocation aussi, et c'est toujours un plaisir, c'est d'observer quelle est la réaction des Français face aux vrais nouveaux usages numériques. On a vu que sur les anciens, on atteint une forme de plateau. On va regarder ce qu'il en est des nouveaux usages numériques. Avec 3 types de nouveaux usages, les nouveaux moyens de paiement, le métaverse et l'e-santé pour terminer. Alors, les moyens de paiement, là aussi, quand même, résultat assez spectaculaire. Vous voyez les petits plus sur la droite, les évolutions par rapport à 2020, tout est en augmentation avec, là encore, des évolutions relativement fortes. On a parfois du 10 points s'agissant de la reconnaissance faciale ou du paiement sans contact sur son smartphone. Donc, globalement, on a une hausse assez remarquable de la confiance dans tous les moyens de paiement, avec une hiérarchie, vous le voyez, qui là encore est relativement claire. Le paiement qui suscite le plus de confiance, c'est le paiement avec empreinte digitale, suivi par reconnaissance faciale, et le paiement sans contact via sa carte en magasin. 62% aujourd'hui des Français, plus 3 points, nous disent oui, j'ai confiance quand je paie sans contact via ma carte en magasin. Je suis pas sûre qu'on aurait parié sur ce résultat il y a encore 2 ou 3 ans. Les crypto-monnaies. Alors ça, la question c'était est-ce que déjà ça parle quelle est la réaction des Français face à ça? Alors, on a des réactions, on le voit bien, beaucoup plus clivées, bien évidemment, on va y revenir. Vous le voyez, au total, globalement, 30% des Français nous disent oui, je serais prêt à investir dans une crypto-monnaie ou acheter de la crypto-monnaie. Oui encore, je serais prêt à réaliser des paiements avec une crypto-monnaie. On va retenir le 30% à peu près. Mais ce 30% masque des disparités extrêmement fortes et c'est la question qui sans doute fait le plus clivage dans l'enquête. Vous le voyez, quasiment 1 sur 2 des moins de 35 ans, de nos plus jeunes, est prêt à investir, acheter et un peu plus encore à réaliser des paiements avec une crypto-monnaie. Ce score de 50%, il va descendre à 10%. Chez les plus âgés, nos seniors, 65 ans et plus, 9% nous disent parmi ces seniors qu'ils envisagent de réaliser des paiements avec une crypto-monnaie. Donc là, on a vraiment 2 France sur cette question de la crypto-monnaie. Il reste que, quand on reprend notre échantillon dans l'ensemble, vous le voyez, on a une confiance quand même de plus d'un tiers, 36% des Français ont confiance dans les crypto-monnaies comme moyen de paiement, avec une légère augmentation même par rapport à 2020, ce qui situe la confiance dans les crypto-monnaies. Vous vous rappelez de notre tableau général au début, entre 35% pour les réseaux sociaux et 70% pour la e-administration. La crypto-monnaie fait son petit chemin, son petit bonhomme de chemin en termes de confiance. Le métaverse, on y arrive.
bien évidemment, c'est la question du moment. La question était, est-ce que vous avez au moins envie d'évoluer dans le métaverse? La réponse, vous la voyez, 4 sur 10, 4 Français sur 10 nous disent oui, j'ai envie d'essayer d'évoluer dans ce nouvel univers dont on nous vante bien évidemment toutes les possibilités. Là encore, très fort clivage en termes d'âge. On va de 64% de nos 15-24 ans qui ont envie d'essayer à seulement 14% s'agissant des plus âgés, 65 ans et plus. Clivage d'âge, mais aussi clivage, et c'est là presque la seule fois où on voit apparaître ce type de disparité selon le genre. La réponse est oui du côté des hommes à 43%, 10 points de moins, on le voit, dans la population féminine sur cette envie d'essayer le métaverse. Qu'est-ce qu'on ferait dans ce nouvel univers? Encore une fois, plein de promesses. La première pratique dans laquelle on se projette, c'est faire des achats. 46% nous disent oui, je serais prêt à essayer les possibilités du métaverse pour faire des achats. 45% quasiment à égalité, suivre des cours. On se rappelle tous du contexte des 2 dernières années, des cours à distance, etc. Évidemment, là, ça offre des possibilités, notamment pour les plus jeunes, relativement illimitées. Mais aussi participer à des réunions publiques, comme des réunions d'associations, réunions locales, et encore, à près de 40%, travailler l'usage qui recueille, vous le voyez, le moins de suffrages, et faire des loisirs. On se projette un peu plus difficilement dans cet usage aujourd'hui. Et enfin, l'e-santé. Alors, globalement, on va balayer un peu dans le détail, mais globalement, on va en retenir que sur l'ensemble des pratiques testées, on a ce score de 92%. Donc, quasiment 100% de nos internautes ont eu au moins un usage, une pratique d'e-santé. Et parmi ceux qui ne l'ont pas encore eu, la volonté d'y arriver est relativement assez forte. Qu'est-ce qui, j'allais dire, attire le plus usité finalement parmi nos internautes? La prise de rendez-vous médical via une plateforme en ligne. Vous le voyez, 75%, 3/4 déclarent l'avoir déjà fait. L'utilisation du Cantamélie, pour toutes les raisons que l'on sait aujourd'hui, 72% déclarent l'avoir fait également, ou la consultation de sites de santé, 60%. Les autres usages, vous le voyez, recueillent des scores beaucoup moins élevés, autour de entre 20 et 35%. Quoi qu'il en soit, ce sont des usages plus de consultation ou d'usage, encore une fois, permettant de se faciliter la vie. Je vais prendre un rendez-vous, je vais aller chercher de l'info, je vais me promener dans tout ça, plus que des usages, j'allais dire, à proprement parler médicaux. Vous regardez le 3e en partant de la fin, téléconsulter un médecin, ce qu'on appelle classiquement les consultations en ligne. On est aujourd'hui à 1/4, 27% des internautes qui déclarent avoir déjà téléconsulté pour des raisons de santé, et à l'autre extrême, quand même, un gros tiers, 36%, qui déclarent non, je ne l'ai pas fait et je ne souhaite pas le faire. Donc, résistance quand même d'un gros tiers de la population sur la téléconsultation. On a là un facteur explicatif de ce gros tiers de résistants. Vous le voyez, quand on leur demande s'il est risqué ou pas d'utiliser une nouvelle technologie dans le domaine de la santé, la réponse est quand même majoritairement oui. 55% des Français nous disent j'ai confiance, mais on a ça quand même ce 45%. Donc grosse minorité quand même qui déclare que c'est encore risqué et qui donc n'est pas prête à franchir le pas, en tout cas de la téléconsultation. Quand on liste les acteurs de confiance, encore on se rappelle que notre sujet c'est où va-t-on chercher des points de confiance et sur quels acteurs peut-on faire reposer cette réassurance souhaitée, on l'a vu, par les Français. L'ensemble des acteurs médicaux suscite une confiance majoritaire, à l'exception, vous le voyez tout en bas sur le graphique, des startups et des GAFAM qui, eux, ne suscitent qu'une confiance minoritaire. On va trouver au top des acteurs de confiance les professionnels de santé, au sens très très large du terme, mais aussi les institutions et administrations de santé publique, l'assurance maladie, les établissements de santé publique ou privés, les complémentaires santé mutuelle, et puis les plateformes de
prise de rendez-vous de type Doctolib, c'est assez frappant quand même de voir qu'aujourd'hui, ces plateformes qui en fait ont une existence dans l'esprit des Français tout à fait récente, suscitent aujourd'hui la confiance de 3/4 des Français, à l'opposé, encore une fois, des startups, beaucoup moins connues bien évidemment, et des GAFAM.